qu'elle a cru que le patron était parti travailler. Mais il était caché sous la table et Chloé ne savait pas que quelqu'un la regardait. Elle était si concentrée, si focalisée sur le comptage de ses billets un par un, organisant chaque liasse avec soin sur la table en bois clair du bureau, qu'elle n'avait pas remarqué le parfum subtil d'odeur masculine qui flottait encore dans la pièce. Elle n'avait pas remarqué que la porte de derrière avait été ouverte silencieusement 40 minutes plus tôt. Elle n'avait pas remarqué les pieds d'un homme, recroquevillé là-dessous, à moins d'1 mètre de ses propres jambes. Elle ne faisait que compter, et sourire doucement, de ce sourire de quelqu'un qui porte un secret trop grand pour tenir dans sa poitrine. Ce qu'elle n'imaginait pas, c'est que ce secret était sur le point d'exploser en pleine figure, d'une manière qui changerait sa vie pour toujours. Julien Lefebvre était sorti de la maison à 7h30 du matin, son veston sombre repassé et sa serviette à documents au bras. Il avait dit au revoir à sa femme, Aurélie, qui n'avait même pas levé les yeux de son téléphone. Il était passé par la cuisine, avait pris le café que Chloé avait déjà préparé, l'avait bu debout, rapidement, comme il le faisait tous les jours, et il était sorti. Seulement, il était revenu. Il était revenu parce que, à 3 pâtés de maison de chez lui, il s'était rendu compte qu'il avait oublié le contrat qu'il devait livrer avant midi. Un contrat qui était sur la table du bureau, qui était justement l'endroit où Chloé se trouvait maintenant, les bras étalés sur un tas d'argent qu'il n'avait jamais vu de sa vie. Mais avant d'arriver à ce point, il faut comprendre qui était Chloé. Elle avait 28 ans, les cheveux sombres toujours attachés en un chignon simple sur la nuque, et elle travaillait pour la famille Lefebvre depuis 5 ans. 5 ans d'uniforme marine à col blanc, de clés qui tintaient dans la poche du tablier, de chambres rangées, de silence respectueux et d'une loyauté que personne n'avait jamais eu besoin de demander parce qu'elle l'avait toujours eue, tout simplement. C'était le genre de personne qui, lorsqu'elle trouvait une boucle d'oreille tombée entre le canapé et le mur, la posait sur une petite assiette et la laissait sur la coiffeuse, bien en vue. Qui, quand le sucre venait à manquer, l'écrivait sur une liste sans attendre qu'on le lui demande. Qui, les jours où Madame Sylvie, la mère de Julien, était en visite et devenait triste en pensant à son mari disparu 2 ans plus tôt, apparaissait au salon avec un thé sans que personne ne le demande et restait un moment là, simplement pour tenir compagnie, sans avoir besoin de dire quoi que ce soit. C'était le genre de personne qu'elle était, et c'est pour cela que la scène du bureau était si impossible à comprendre. Ce matin-là, Chloé avait commencé son travail comme d'habitude, la cuisine, les chambres, les salles de bain. Aurélie était sortie juste après Julien pour un rendez-vous. La maison était devenue silencieuse, et c'est lorsque Chloé arriva au bureau pour nettoyer que cela arriva. La commode en bois massif adossée au mur du fond du bureau avait un de ses pieds qui sortait de son emplacement. Chloé remarqua que le meuble était légèrement incliné et, avec ce soin méthodique qu'elle mettait dans tout, elle le poussa doucement pour réemboîter le pied dans le sol. C'est à ce moment-là qu'elle entendit un bruit, un papier qui claquait, derrière la commode. Elle regarda. Entre le bois et le mur, il y avait une grande enveloppe jaunie comme si elle était restée là depuis très longtemps. Chloé resta figée, elle respira profondément. Elle prit l'enveloppe à 2 mains, elle était fermée. Il n'y avait pas de nom au recto. Seulement elle était pleine, visiblement pleine, d'une manière qui faisait que le papier était presque déchiré sur les bords. Elle aurait simplement pu la laisser sur la table et attendre que Julien rentre. Elle aurait pu lui envoyer un message. Mais l'enveloppe avait un coin déchiré, et par ce coin elle pouvait voir une partie d'une feuille pliée à l'intérieur, et en une fraction de seconde, sans le vouloir, elle lut 3 mots écrits sur un papier à l'intérieur. 3 mots qui changèrent tout. Elle s'assit sur la chaise du bureau, la table en bois clair devant elle. Elle ouvrit l'enveloppe lentement. Elle sortit le papier. Et elle commença à lire. « E fois aí que comme sua contar o dinheiro ». Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout abonnez-vous à la chaîne. Ça aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, je continue. Sous la table, Julien ne respirait plus. Il était entré par l'arrière, discrètement, avec la clé de secours qu'il gardait dans son portefeuille pour les cas d'urgence, sans vouloir faire de bruit parce qu'il était sûr qu'Aurélie dormait encore, comme elle le faisait parfois après son départ. Il ne voulait pas d'engueulade. Ces derniers mois, tout tournait à l'engueulade. Il voulait juste récupérer le contrat et partir.
Mais en s'approchant du bureau, il entendit un bruit de papier et ce cliquetis léger de quelque chose qu'on déplaçait sur la table en bois. Il s'approcha lentement, jeta un œil par l'entrebâillement de la porte, et il vit. Il vit Chloé, en uniforme, l'air d'être en transe, compter les billets un par un, rangeant les liasses avec une attention qui lui fit glacer le sang. La table était couverte d'argent, beaucoup d'argent, un argent qu'il n'avait jamais vu et dont il ignorait totalement la provenance. Sa première pensée fut involontaire et moche, le genre de pensée qu'on ne veut pas avoir mais qu'on a avant de pouvoir l'arrêter. Et cette pensée fut « elle était en train de voler ». Seulement, le contrat était aussi sur la table, sous l'une des liasses, et il lui fallait ce contrat. Alors, dans une décision qu'il ne sut lui-même jamais très bien expliquer, Julien entra dans le bureau par la porte de service latérale qui donnait sur le couloir, courbé, sans faire de bruit, et se baissa jusqu'à atteindre le dessous de la table. L'idée était de récupérer le contrat par en bas sans être vu, de comprendre ce qui se passait, puis de décider quoi faire. Mais une fois arrivé en dessous, il vit les pieds de Chloé à une dizaine de centimètres de son visage, et il resta paralysé. Écoutez, je sais que ça semble absurde qu'un homme se cache sous sa propre table au lieu d'entrer simplement et de demander ce qui se passait. Mais qui n'a jamais été à ce point bouleversé face à une situation au point de ne simplement plus pouvoir agir? On reste paralysé, c'est comme ça. L'esprit va trop vite pour qu'on puisse suivre. Julien resta là, les yeux écarquillés, essayant de comprendre. Chloé continuait de compter. Ses lèvres remuaient doucement, elle séparait les liasses, une de chaque côté. Et de temps en temps, elle s'arrêtait, regardait le papier qu'elle avait sorti de l'enveloppe et continuait. Il resta à observer cette scène pendant 5 bonnes minutes. Puis, elle parla toute seule, d'une voix qu'il entendit à peine. « Monsieur Henri ». Et c'est là qu'il en perdit le souffle. Monsieur Henri, c'était le nom de son père. Julien sentit sa mâchoire se serrer. Son père était parti 2 ans plus tôt, après une longue maladie qui lui avait peu à peu retiré ses forces, dans un combat silencieux que toute la famille avait suivi de près. Un homme sérieux, peu loquace, qui exprimait son amour de manière que la plupart des gens ne reconnaissaient pas comme de l'amour. Qui payait les factures du dentiste d'un neveu sans un mot. Qui laissait de la monnaie sur la table pour la livraison sans qu'on ait besoin de demander. Qui traitait Chloé avec un respect sec et constant, disant toujours merci quand elle servait le café, la saluant toujours quand il arrivait. Julien n'y avait jamais beaucoup pensé. C'était juste la façon d'être de son père, pensait-il. Mais maintenant, Chloé était là, devant une enveloppe sortie de derrière une vieille commode, tenant un papier écrit de la main de M. Henri, entouré d'un argent dont Julien ignorait d'où il venait, et prononçant le nom de son père avec une voix qui contenait quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Et puis, elle se mit à pleurer. Pas un chagrin dramatique. Un chagrin silencieux, de cette façon où l'on essaie de se retenir sans tout à fait y arriver. Une larme glissa sur son visage, elle l'essuya rapidement d'un revers de main et continua de compter. Julien sentit quelque chose s'enfoncer dans sa poitrine. Il resta là encore quelques minutes. Alors le genou heurta le bois de la table. Chloé releva les yeux. Julien apparut de l'autre côté. Ce qui se passa dans les secondes qui suivirent fut une danse de frayeur et de silence. Chloé se leva de sa chaise si vite qu'elle fit tomber le porte-stylo qui se trouvait au bord de la table et se retrouva debout, les mains ouvertes au-dessus de l'argent, dans un geste qui, pour tout observateur extérieur, ressemblerait exactement à celui de quelqu'un qui essaie de cacher quelque chose. Julien resta à la regarder. Chloé resta à le regarder. « Monsieur Julien » dit-elle d'une voix qui s'éteignait. « Vous n'étiez pas sorti ?»« Je suis revenu. » Il parla lentement. Son regard ne quittait pas la table. « Qu'est-ce que c'est que ça, Chloé ?» Elle ouvrit la bouche, la referma. Elle regarda l'argent étalé, l'enveloppe ouverte, le papier plié qui était encore dans sa main. « Je l'ai trouvé derrière la commode, » dit-elle, « quand je suis allé ajuster le pied qui se détachait. Je comptais la garder jusqu'à ce que vous arriviez pour m'expliquer. »« Tu comptais la garder ?» Il répéta, et le ton n'était pas une accusation, mais pas non plus tout à fait la confiance. Je l'ai ouverte parce qu'il y avait un coin déchiré et j'ai vu le papier dedans. Elle posa le papier sur la table, déplié, face à lui.
C'est une lettre. De votre père. Le silence qui envahit le bureau dura trop longtemps. Julien regarda la feuille. L'écriture familière, la calligraphie de quelqu'un qui avait appris à écrire à une époque où l'on prenait l'écriture au sérieux, ferme et légèrement inclinée vers la droite. Il s'approcha lentement. Il prit la feuille. Et il lut. Chloé resta debout, les mains jointes devant elle, attendant. Elle ne se défendit plus. Elle ne répéta pas l'explication. Elle resta simplement là, laissant le papier parler pour elle. La lettre de M. Henry n'était pas longue. Elle comptait 3 paragraphes. Dans le premier, il écrivait qu'il avait caché cette enveloppe 3 ans auparavant, avant que la maladie ne progresse trop pour qu'il puisse faire des projets. Qu'il l'avait placée là, parce qu'il ne voulait pas que quiconque de la famille la trouve avant le bon moment. Que la commode était une cachette qu'il utilisait depuis sa jeunesse, héritée de son père. Dans le second paragraphe, il s'adressait à Chloé. Julien lut en silence, et le bureau devint si calme qu'on pouvait entendre le vent bouger les rideaux blancs de la fenêtre. Le second paragraphe disait ceci. 4 ans plus tôt, un après-midi où toute la famille était sortie et où seule Chloé était à la maison, il avait eu un malaise. Un malaise violent qui l'avait jeté au sol du salon, qu'il était resté étendu là quelques minutes, sans pouvoir se relever, sans pouvoir appeler personne. Et c'était Chloé qui était entrée dans le salon à ce moment-là, avait vu ce qui se passait et était immédiatement allée chercher l'aide d'un voisin pour l'accompagner pendant qu'ils appelaient les secours. Que sans elle, cet après-midi aurait pu se terminer très différemment. Dans le 3e paragraphe, il écrivait qu'il n'avait jamais réussi à remercier comme il l'aurait voulu, qu'il était un homme de peu de mots, qui avait toujours pensé que les actions en disaient plus que les paroles, mais qu'il avait conscience que les actions n'avaient pas suffi non plus cette fois, que l'argent dans l'enveloppe était pour Chloé, non pas comme un paiement, comme une reconnaissance, et qu'il demandait que, si elle le souhaitait, elle l'utilise pour quelque chose qui fasse une différence dans sa vie. La lettre se terminait par son nom, Henri-Pierre Lefebvre. Julien resta à regarder la feuille après avoir lu la dernière ligne. Chloé resta silencieuse. « Tu ne m'as jamais raconté ça », dit-il enfin. Ce n'était pas une accusation, c'était de la stupéfaction. « Votre père m'a demandé de ne rien dire », répondit-elle. « Il a dit que Madame Sylvie s'inquiéterait trop, et que vous vous sentiriez mal de ne pas avoir été à la maison. » Elle s'arrêta. « J'ai respecté ça. » Julien posa lentement la feuille sur la table. Il y a des choses qu'on découvre sur les gens après qu'ils sont partis, et qui changent tout, non pas parce que la personne était différente de ce qu'on pensait, mais parce qu'on ne s'était jamais arrêté pour bien regarder. Il resta un long moment sans parler, puis il alla à la fenêtre. Il a regardé la rue en bas, les rideaux bougeant légèrement. « Combien il y en a ?» a-t-il demandé de dos. « Je n'ai pas encore fini de compter », a répondu Chloé, « mais ça dépasse déjà les 18 000. » Julien a acquiescé lentement. Il est resté silencieux encore un moment, et c'est alors que la porte d'entrée s'est ouverte. Aurélie est arrivée plus tôt que prévu. Elle est entrée par le couloir, a jeté son sac sur le canapé du salon, et en repassant par le couloir, elle a vu la lumière allumée dans le bureau. Elle a poussé la porte. La scène qu'elle a découverte était la suivante. Son mari debout près de la fenêtre, Chloé à côté de la table couverte d'argent avec une enveloppe ouverte et une feuille manuscrite, et le silence pesant de ceux qui étaient au milieu de quelque chose d'important. Le visage d'Aurélie s'est fermé. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé. Julien s'est retourné. « Aurélie, laisse-moi t'expliquer. À qui est cet argent ?» Elle s'est avancée dans le bureau, les yeux parcourant la table. « D'où vient tout ça ?»« Je l'ai trouvé derrière la commode, » a dit Chloé, la voix ferme maintenant. « C'était à Monsieur Henry. Il y a une lettre qui l'explique. » Aurélie a pris la lettre avant que Julien ne puisse dire quoi que ce soit. Elle l'a lue rapidement. Elle l'a reposée. « Et tu as lu une lettre qui ne t'était pas adressée ?» a-t-elle dit à Chloé. Ce n'était pas une question. J'ai vu le nom de Monsieur Henry sur le papier avant de comprendre ce que c'était, a répondu Chloé. Je suis désolée si j'ai été indiscrète, mais j'ai pensé qu'il était important de comprendre ce qui se passait avant de parler à Monsieur Julien. Avant de parler, Aurélie a répété avec un sourire sans chaleur. Ou avant de prendre ce que tu voulais. Aurélie. La voix de Julien s'est faite ferme. Non, Julien. Excuse-moi, mais regarde la situation.
Elle est seule dans un bureau avec 18 000 € étalés sur la table. Le propriétaire de la maison n'est pas là, et la seule preuve que tout est honnête, c'est un papier qu'on n'a aucun moyen de vérifier. Le silence est retombé, lourd. Chloé n'a pas baissé les yeux. Elle a regardé Aurélie droit dans les yeux pendant un long moment. Puis elle s'est tournée vers Julien. « Monsieur Julien », a-t-elle dit avec un calme venu d'un endroit profond, « si vous avez un doute, faites vérifier l'écriture. Il y a d'autres documents de votre père dans la maison. N'importe qui peut comparer. » Elle a ramassé les liasses de billets et les a remises lentement dans l'enveloppe. « Mais je ne vais pas rester ici à me faire traiter de voleuse. Je n'ai jamais pris un seul centime de cette maison qui ne soit pas mon salaire, et vous le savez. » Elle a posé l'enveloppe sur la table, a saisi son tablier et l'a dénoué. Julien a fait un pas. « Chloé, arrête !» Elle s'est arrêtée. « Assieds-toi. » Elle ne s'est pas assise. Elle est restée debout, immobile, à attendre. « Je te crois, » a-t-il dit. « J'ai lu la lettre. Je reconnais l'écriture de mon père. Et je sais qui tu es, après 5 ans. » Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout pour vous abonner à la chaîne. Ça aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, je continue. Aurélie a tourné le visage vers la fenêtre. Et dans ce geste, Chloé aperçut quelque chose qu'elle n'avait jamais pris le temps de nommer auparavant. Ce n'était pas que de la méfiance. C'était autre chose. C'était une peine ancienne, gardée depuis longtemps, qui avait trouvé à ce moment-là un endroit où se poser. Julien est allé vers sa femme. Il a parlé à voix basse. « Tu sais que mon père était comme ça. Tu sais qu'il ne disait jamais les choses directement. C'est exactement ce qu'il aurait fait. » Aurélie est restée silencieuse. « Et tu sais que Chloé n'est pas ce genre de personne. »« Je sais ce que j'ai vu, » a répondu Aurélie, sans encore se retourner. C'est alors qu'ils ont entendu le portail de devant. Madame Sylvie est arrivée avec un sac du marché dans chaque main, les cheveux blancs attachés en un chignon semblable à celui de Chloé, ses lunettes de vue sur le bout du nez, portant un chemisier en lin beige. Elle avait 68 ans, une démarche assurée, et une façon d'entrer dans n'importe quelle pièce qui changeait un peu la température de l'endroit. Pas parce qu'elle était autoritaire, c'était parce qu'elle était très présente. Le genre de personne qui, quand elle vous regarde, semble vraiment vous regarder. Elle est allée directement à la cuisine déposer les sacs du marché. Puis elle remarqua le silence. « Il y a quelqu'un » appela-t-elle. « Dans le bureau, maman » répondit Julien. Madame Sylvie apparut dans l'encadrement de la porte. Elle regarda son fils, sa belle-fille, Chloé, et l'enveloppe posée sur la table. Elle resta immobile. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle, avec cette voix de quelqu'un qui sait déjà que quelque chose est arrivé. Julien lui montra la lettre. Madame Sylvie la prit avec précaution, comme si le papier était fragile. Elle ajusta ses lunettes sur son nez. Elle lut lentement, plus lentement que tous les autres ne l'avaient lu. Et lorsqu'elle eut terminé, elle resta à regarder la feuille pendant un temps qui parut très long à tous dans cette pièce. « Derrière la commode du bureau, » dit-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. « Oui, » confirma Chloé, d'une voix plus douce à présent. Madame Sylvie plia la lettre avec soin, de la même façon qu'elle avait été pliée auparavant. Elle la remit dans l'enveloppe. Puis, elle regarda Chloé avec une expression que Chloé ne sut pas déchiffrer sur le champ. « Il m'a raconté un jour qu'il avait fait un malaise à la maison, » dit Madame Sylvie. « Il n'a pas donné de détails. Il a dit qu'il allait bien, qu'il avait été entouré, et qu'il ne voulait pas m'inquiéter. » Elle marqua une pause. « Je ne savais pas que c'était toi. » Chloé acquiesça. « Tu es resté à ses côtés jusqu'à ce que le voisin arrive, » dit-elle. C'était une affirmation, pas une question, comme si elle reconstituait une scène dont le souvenir était resté incomplet. « Oui, je suis resté. Une 40aine de minutes, jusqu'à ce que le médecin du quartier arrive. » Madame Sylvie prit une profonde inspiration. « Henri n'a jamais réussi à parler de ce qu'il ressentait, » dit-elle, avec une tristesse qui n'était pas amère, juste lasse. Mais il n'oubliait jamais, et il ne restait jamais redevable. Elle regarda son fils. « C'est son écriture, Julien. Je la reconnaîtrai n'importe où. » Julien acquiesça. Aurélie resta immobile près de la fenêtre. Le soleil du matin entrait à travers les rideaux blancs, et elle resta face à cette lumière pendant un instant. Puis, elle se retourna, et tout le monde la regarda. « Je m'excuse, »
dit-elle en s'adressant à Chloé. La voix n'était pas chaleureuse, mais elle était sincère, le genre d'excuse qui coûte. J'ai parlé sans réfléchir. Chloé la regarda un moment. Ce n'est pas grave, dit-elle, et elle ne le dit pas automatiquement. Elle le dit comme quelqu'un qui évalue la situation et décide de pardonner sincèrement. Madame Sylvie s'approcha de la table. Elle posa la main sur l'enveloppe. « C'est à toi, Chloé. » Elle poussa l'enveloppe en direction de la jeune femme. « Mon mari a voulu que ce soit à toi, et il avait raison, même s'il a mis du temps à trouver le moyen de te le faire parvenir. » Chloé regarda l'enveloppe. Personne dans ce bureau ne parla pendant un moment. C'était un de ces moments où la vie décide d'entrer par la porte sans prévenir, de s'asseoir et de rester. Elle ne demande pas la permission, elle ne prévient pas. Elle apparaît avec tout ce qu'elle amène et attend qu'on arrive à y faire face. Chloé prit l'enveloppe. Elle ne la rouvrit pas. Elle resta simplement à la tenir à deux mains, regardant ce papier jauni qui était resté caché pendant 3 ans derrière un meuble lourd, attendant qu'elle vienne. « Merci, Madame Sylvie, » dit-elle. Sa voix se cassa un tout petit peu au milieu, mais elle ne laissa rien paraître de plus. « Pas besoin de me remercier, » répondit la dame. « Tu as sauvé mon mari ce jour-là. Quoi qu'il t'ait laissé, c'est peu de choses. » Julien resta à les regarder tous les deux, sa mère et Chloé, et il ressentit quelque chose qu'il mettrait des jours à parvenir à nommer. C'était comme découvrir que son père avait une vie parallèle de gentillesse dont personne n'avait jamais rien su. Pas une vie de mauvais secrets, une vie de bonnes choses faites en silence, sans public, sans retour attendu. Et que cette femme devant lui, en uniforme bleu, les cheveux attachés, faisait partie de cette vie. Aurélie sortit lentement du bureau. Julien entendit ses pas dans le couloir, se dirigeant vers la chambre. Il savait qu'ils auraient une conversation plus tard. Il savait que ce jour avait ouvert beaucoup de choses au-delà de l'enveloppe. Mais cela attendrait. Maintenant, il a regardé Chloé. « Tu aurais pu me parler de ce jour-là, » dit-il, sans reproche, avec une tristesse sincère. « Ce n'était pas mon histoire à raconter, » répondit-elle simplement. Il a de nouveau hoché la tête. Cette réponse, c'était tellement elle, tellement Chloé qu'il n'avait plus rien à dire. Madame Sylvie a pris les sacs du marché qu'elle avait laissés dans la cuisine et est revenue avec eux dans le bureau. « Quelqu'un m'aide à ranger ses courses ?» demanda-t-elle d'un ton pratique qui a brisé la tension de la pièce comme on brise une vitre embuée. « J'ai acheté plus de fruits qu'il n'en tenait dans le sac et maintenant tout s'écrase. » Chloé a ri. Un rire bref, de surprise. Le genre de rire qui sort sans qu'on le veuille. Et ce fut le premier vrai souffle que ce bureau prit ce matin-là. Au cours des semaines suivantes, Chloé a utilisé une partie de l'argent pour suivre une formation qu'elle voulait faire depuis 2 ans, une spécialisation dans le domaine de l'organisation résidentielle qu'elle n'avait jamais pu s'offrir. Avec une autre partie, elle a aidé sa petite sœur à payer l'apport d'un petit appartement dans la ville où elle vivait. Le reste, elle l'a gardé avec le soin de quelqu'un qui a appris très tôt que l'argent mis de côté est une liberté encore à venir. Elle a continué à travailler pour la famille Lefebvre, mais quelque chose a changé, d'une manière discrète et permanente, comme quand une photo décolorée retrouve ses couleurs. Julien s'est mis à la saluer par son nom quand il arrivait, ne se contentant plus d'un signe de tête. Aurélie, peu à peu, a baissé une garde qu'elle ne savait même pas avoir maintenue si haute, et Madame Sylvie, qui a commencé à lui rendre visite plus souvent, avait pris l'habitude de s'asseoir dans la cuisine pendant que Chloé préparait le déjeuner et bavardait de choses de famille, du passé, de Monsieur Henri, de la vie qui avait été et de ce qui restait à venir. C'est dans ces moments-là que Chloé sentait qu'elle recevait quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, de la présence, de la reconnaissance. Une place dans le cœur d'une famille qui n'était pas la sienne par le sang, mais qui, d'une certaine manière, pour des raisons que la vie avait dessinées sans que personne ne le demande, était devenue la sienne, de toute façon. Et le contrat que Julien était revenu chercher ce matin-là, il l'a trouvé dans le tiroir de son propre bureau. Il était là tout ce temps. C'est juste qu'il n'avait pas bien regardé avant de partir. Parfois, on va chercher loin ce qui était juste là. Et en chemin, sans le prévoir, on trouve quelque chose de bien plus grand que ce qu'on était allé chercher. Fin de l'histoire. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Chloé, de l'enveloppe cachée et du secret qu'un homme de peu de mots a gardé pendant des années parce qu'il ne savait pas dire merci autrement. Quelle histoire, hein? Je n'ai pas cessé de penser à cette idée qu'il y a des gens qui disent « merci » en silence,
d'une manière qu'on ne comprend que plus tard, quand on s'y attend le moins. Si cela vous a touché d'une manière ou d'une autre, racontez-nous dans les commentaires. D'où vous regardez, ce que vous en avez pensé, si Julien a bien fait de croire Chloé tout de suite. Nous adorerions vous lire. Et n'oubliez pas le like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires. On se retrouve à la prochaine.